Avant d'aller plus loin sur l'exemple du Nil, il y a un point que je souhaite développer. C'est celui de la coopération pour un meilleur partage des ressources en eau. C'est important parce que c'est un petit point juridique qui montre les différentes conceptions qui s'affrontent actuellement lorsqu'on parle de partage des eaux et de bassins versants. Vous avez une première doctrine qui est la doctrine de la souveraineté territoriale absolue. Qu'est-ce que c'est? C'est une doctrine qui permet à l'État d'user comme bon lui semble des eaux qu'il traverse. Forcément, cette doctrine est beaucoup plus favorable à l'État amont, qui du coup peut faire ce qu'il veut sur les eaux, puisqu'il est le premier pays à voir les eaux le traverser. Deuxième doctrine, c'est celle de l'intégrité territoriale absolue. La première, c'est la souveraineté territoriale absolue. La deuxième, c'est l'intégrité territoriale absolue. Le fleuve doit s'écouler avec le même débit dans tous les États. Cette doctrine est par conséquent plus favorable pour les États aval du fleuve. Et puis, la troisième conception juridique, c'est celle d'une gestion commune des eaux par les États d'un bassin versant. C'est l'idée de se dire que le fleuve doit être vu comme une unité économique en soi, et donc être géré de façon commune par les différents États. À cela s'ajoute le droit du premier utilisateur, qui est revendiqué par certains États. On s'aperçoit lorsqu'on fait une étude de ces différentes conceptions juridiques et la façon dont du coup la coopération se met en place au niveau international, on se rend compte qu'en fait, l'eau, quand il n'existe pas de facteur aggravant antérieur, l'eau n'est pas un problème en soi et la coopération au niveau interétatique est possible, comme le montre par exemple l'accord israélo-jordanien de 1984. Une fois que les Israéliens et les Jordaniens ont réussi à franchir les différentes difficultés qui étaient les leurs et à instaurer un état de confiance, la coopération sur le plan hydrique, et Dieu sait qu'elle est importante dans cette région, a été possible. Donc, si on revient sur notre question qui est de savoir, va-t-on faire la guerre pour l'eau? On s'aperçoit, il y a une excellente étude faite par l'Université d'Oregon, vous trouverez les références dans la bibliographie qui est jointe à ce cours. Il y a une excellente étude qui montre justement que quand on regarde les différentes situations entre les crises qui ont été déclenchées avec l'eau au centre et les différents accords qui ont été mis en place pour gérer de façon commune l'eau, on a 2 fois plus d'accords pour gérer de façon commune l'eau qu'on a de crises déclenchées à cause de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que progressivement, on passe d'une hydro-hégémonie vers une hydrodiplomatie où on recherche une gestion collective de l'eau. Et ça, c'est d'autant plus important qu'il y a une véritable évolution dans notre façon de concevoir le fleuve et la ressource hydrique qu'il représente. En effet, très longtemps, chaque État considérait le fleuve comme étant sa ressource et avait une logique prédatrice sur cette ressource, de façon à ce qu'il serve ses différents usages. Or, la logique veut maintenant qu'on se soit rendu compte des erreurs passées et que par conséquent, il devient absolument nécessaire de considérer le fleuve non pas comme des portions des différents territoires qui le traversent, mais véritablement une unité globale. Pour ça, je vais reprendre l'exemple du Nil et je vais développer les différentes erreurs qui ont été celles du passé, et notamment les conséquences écologiques du barrage d'Assouan. Donc, le barrage d'Assouan, on l'a vu, c'est le barrage qui a été créé à l'époque de Nasser sur le Nil. Et ce barrage a eu des conséquences écologiques, certes pas aussi dramatiques que ceux qui ont entraîné la raréfaction de la mer d'Aral, mais qui ont eu des conséquences écologiques assez importantes. Tout d'abord, sur le limon. Ce fameux limon qui vient des hauts plateaux éthiopiens et qui a servi pendant tout le temps de fertilisant pour les terres arables et égyptiennes. Ce limon, il est stoppé par le barrage d'Assouan et envase année après année le barrage d'Assouan. Donc, non seulement le barrage est envasé, mais en plus le limon ne va plus jusqu'aux terres arables égyptiennes. Et par conséquent, le paysan égyptien utilise des engrais chimiques pour pouvoir fertiliser ses terres. Donc par conséquent, on est non seulement face à une dépendance du paysan égyptien
qui n'a plus son fertilisant naturel, donc une dépendance vis-à-vis d'agents chimiques extérieurs, mais en plus, ça coûte sur son budget, mais en plus, il pollue du coup directement le fleuve en utilisant ces engrais chimiques. Donc son agriculture devient dépendante des engrais chimiques, et ces engrais chimiques sont soupçonnés de développement d'un certain nombre de cancers. Donc on n'a pas encore la preuve qui nie directement l'usage des engrais chimiques, mais on s'est aperçu qu'il y avait le développement d'un certain nombre de cancers chez l'homme. Ensuite, vous avez une concentration saline des eaux en amont du barrage d'Assion qui va contribuer à une salinisation des terres et en aval du lac Nasser. Là également, du coup, des terres moins arables. Ensuite, toujours ce barrage d'Aswan a provoqué la quasi-disparition du poisson du Nil, ce qui fait que maintenant, les paysans qui utilisaient le poisson, qui pêchaient le poisson du Nil pour leur propre consommation, ne peuvent plus pêcher ce poisson. Pour autant, me direz-vous, il existe une pisciculture dans le lac Nasser qui permet de compenser cette perte du poisson du Nil. Or, les paysans ne pêchent plus directement ce poisson, ils ont recours aux pêcheurs qui pêchent le poisson dans le lac Nasser et donc par conséquent doivent payer ce poisson. Et vous avez une pression supplémentaire sur leur budget déjà fragilisé. Donc vous voyez comment, comment un barrage peut, du coup, quand on n'a pas une conception globale du fleuve comme une unité économique, peut complètement bouleverser des schémas traditionnels et donc du coup remettre en question un certain nombre de schémas traditionnels des sociétés qui exploitaient ce fleuve. Vous l'avez vu dans le cours de Pascal Lagostin, on parle de ces services écosystémiques du fleuve. Et du coup, là, on est vraiment face à une disparition de ces services gratuits que le fleuve rendait à la population et qui a donc dû être compensé par un usage d'artificiels, les engrais chimiques, la pisciculture, qui ont des conséquences directes sur l'équilibre budgétaire et social des populations. Alors justement, dans cette logique de considérer le fleuve comme une unité en soi et non pas encore un saucissonnage État par État, vous avez cette initiative du bassin du Nil qui a été mise en place en 1999, et qui fixe le principe d'une gestion équitable des ressources du Nil. Alors faut-il y voir une lueur d'espoir ? Même si, on l'a vu avec la contestation de 2010, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire pour qu'il y ait un partage serein de l'ensemble des ressources. Mais en tout cas, on peut espérer qu'à terme, l'intelligence collective veuille qu'on aille vers un partage des richesses, que ce bassin versant soit véritablement considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire un cadeau dans une région particulièrement aride, un cadeau pour l'ensemble de la population, et donc une nécessité de gérer de façon collective cette unité économique. Et donc de partager de façon collective les richesses, qu'elles soient en termes agricoles, donc d'irrigation, de pêche, mais également d'électricité. Et donc, par conséquent, on pourrait imaginer que cette électricité produite par le barrage de la Renaissance éthiopien pourrait être revendue au Soudan et à l'Égypte qui en ont bien besoin.